Vous l'avez sûrement remarqué, le livre du Rancia, il est très structuré. Alors, ça part de l'infini. Si on part si on le lit d'un couvert à l'autre, là, ça part de l'infini, puis ça va jusqu'à l'autre couvert, au fini, ou de l'absolu vers le conditionné, ou de l'éternel vers le temps. Alors, j'ai remarqué, puis vous l'avez sûrement tous remarqué, vous autres aussi, bon, il y a plusieurs auteurs dans le livre du Rancia et chaque auteur apporte ses lumières sur différents sujets. Et quand on rassemble toutes les informations d'un sujet précis ensemble, puis ça, je fais beaucoup ça, l'image que je me donne, c'est un casse-tête. Alors, il y a des morceaux du casse-tête qui sont répartis partout dans le livre. Et quand on récupère tous ces morceaux-là, qu'on les met ensemble, on réussit à avoir une image complète du sujet. Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire avec le sujet de la conférence, qui est le mental matériel, le mental, le circuit mental qu'on se sert tous dans notre vie humaine. Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et puis là, ben, j'ai mis ça sous forme de vidéo. Alors, le vidéo dure 28 minutes. Alors, je vais faire comme vous. Je vais partager l'écran et démarrer la vidéo et je vais assister à ce que j'ai fait. Et je vous retrouve à la fin du vidéo pour la période de questions. Alors, bon visionnement. Nous sommes tous conscients d'utiliser ce moyen d'acquérir des connaissances et comme un outil de communication à tout moment de notre existence. Mais connaissons-nous vraiment ce mécanisme qu'est notre mental? Les révélations qui nous sont faites dans le livre du Rancia nous ouvrent l'esprit sur ce merveilleux outil sans lequel nous serions qu'une chose sans âme dans ce vaste monde matériel. Origine du mental. Avant de nous questionner sur ce qu'est le mental, voyons en premier lieu son origine. Les révélateurs nous apprennent que le mental absolu, a son origine dans la personne de l'Esprit infini en tant que source-centre troisième. Ce mental absolu ayant comme ancêtre le prémental du Père et du Fils. Le mental du Fils éternel est semblable à celui du Père, mais dissemblable de tout autre mental dans l'univers, et, avec le mental du Père, il est l'ancêtre des diverses et vastes dotations mentales du Créateur conjoint. Le mental du Père et du Fils est cet intellect ancestral par rapport au mental absolu de la source centre troisième. L'Esprit infini distribue en 7 aspects distincts par ces 7 créations primaires que sont les 7 maîtres esprits, une expression septuple du mental cosmique. Les filles de l'Esprit infini, les divines ministres des univers locaux, distribuent à leur tour ce circuit mental à l'image de chacun des maîtres esprits dont elles reflètent leur nature, pour leur créature en conformité avec le Fils créateur. De là, l'origine de notre circuit mental matériel qui nous est prêté pour le temps de notre vie humaine. Les 7 maîtres esprits du paradis sont les personnalités primaires de l'Esprit infini. Dans ce septuple acte créatif de dédoublement de soi, l'Esprit infini a épuisé les possibilités mathématiques d'association inhérentes à l'existence factuelle des 3 personnes de la déité. Cela explique pourquoi le fonctionnement de l'univers est scindé en 7 grandes divisions et pourquoi le nombre 7 est une base fondamentale de son organisation et de son administration.
Il est littéralement vrai que ces sept esprits sont le pouvoir physique, le mental cosmique et la présence spirituelle, personnalisée de la déité Trine, les sept esprits de Dieu envoyés dans tout l'univers. 2. Le mental des esprits adjuva. C'est le ministère de l'esprit mère d'un univers local fonctionnant au travers de ces sept esprits mentaux adjuva sur le niveau enseignable, non machinal, du mental matériel. Actualité et potentialité. Nous sommes tous familiers avec ces deux concepts que sont les actuels et les potentiels. Les choses et les êtres du passé ont tous été des actualités en leur temps. Ce qui existe en ce moment sont des actuels et que ce qui existera dans le futur seront des potentiels. Afin d'illustrer mon propos, je vous suggère le cas du pépin de pomme. Si je mets dans une terre nourricière un pépin de pomme, il y a de fortes chances qu'avec de la patience et de nombreuses années, j'obtienne un pommier adulte gorgé d'une centaine de pommes. Le pépin représentait un actuel, mais le pommier et ses pommes étaient potentiellement dormantes dans cette graine. Selon ma compréhension de la révélation, il en va de même dans le mental humain. Il contient tout ce qui nous est nécessaire pour démarrer le processus de perfection de l'identité humaine à destinée de finalitaire. Le corps humain faisant office de terre nourricière pour cet esprit en devenir. Qu'est-ce que le mental matériel avec lequel nous interagissons? La première question à se demander serait de définir exactement ce qu'est le mental et sa fonction. Encore une fois, les révélateurs nous donnent une excellente description de ce qu'il est. Le mental, le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain, le total de l'expérience consciente et inconsciente, l'intelligence associée à la vie émotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse. Première phase du mental. La deuxième question à se poser se résume probablement à celle-ci. Quand recevons-nous notre circuit mental? Selon ce que j'en déduis des informations fournies par le livre d'Urantia, je dirais que la potentialité de ce circuit existe au moment de la création de la vie dans le sein de la mère lors de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Les porteurs de vie peuvent organiser les formes matérielles ou modèles physiques des êtres vivants, mais c'est l'esprit qui fournit l'étincelle initiale de vie et confère la dotation du mental. Évidemment, ce futur mental est une potentialité, car il a besoin d'un corps doté d'un cerveau pour entrer en fonction. Pour le moment, la programmation codée dans l'ADN, associée au mental cosmique et éventuellement au ministère des esprits mentaux adjuva, suffit à construire la machine nécessaire à son activation. Voilà pour l'origine de notre corps matériel. La liaison entre le mental cosmique et le ministère des esprits mentaux adjuva donne naissance à un tabernacle physique convenant à l'être humain en évolution. Aussitôt que le cerveau sera suffisamment développé, le premier esprit mental adjuva entrera en fonction pour poursuivre l'évolution tant physique que mentale de cet être en formation. Par la description des deux premiers esprits mentaux adjuva dans les deux citations suivantes, nous constatons qu'ils interviennent durant la grossesse pour le premier et certainement après la naissance pour le second.
1. L'esprit d'intuition, la perception rapide, les instincts réflexes physiques primitifs inhérents à toutes les créations mentales, leurs facultés d'orientation et les diverses formes de leur instinct de conservation. C'est le seul adjuva qui fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de vie animale, et le seul qui établisse un contact fonctionnel étendu avec les niveaux non enseignables du mental machinal. 2. L'esprit de compréhension, l'impulsion de coordination, l'association d'idées spontanées et apparemment automatiques. C'est le don de coordonner les connaissances acquises, le phénomène du raisonnement vif, du jugement rapide et de la décision prompte. Avec le temps et l'expérience, ce petit être encore animal pourra bénéficier du ministère des 5 premiers esprits mentaux adjuveurs pour son évolution. Selon chaque cas individuel, cette phase animale se poursuivra durant les premiers âges de son existence, possiblement durant les 2 premières années avant son émergence comme être humain dans la 2e phase de transformation du mental. La fonction des 5 premiers adjuvas dans le règne animal est, dans une certaine mesure, essentielle pour permettre à l'ensemble des 7 de fonctionner comme intellect humain. À quel moment l'animal devient-il un être humain? 2e phase du mental. Aussitôt que le 6e esprit mental adjuva entre en fonction dans ce jeune mental, la différenciation entre l'animal et l'être humain s'établit, car ce mental animal a franchi le cap, faisant de lui un mental apte à la vie de l'esprit. 6. L'esprit d'adoration, l'impulsion religieuse, la première impulsion différentielle séparant les créatures mentales en 2 règnes fondamentaux d'existence mortelle. L'esprit d'adoration distingue à tout jamais l'être animal, auquel il est associé, des créatures sans âme douées de mental. L'adoration est l'insigne de la candidature à l'ascension spirituelle. Plus d'une nouvelle potentialité s'actualise à ce moment-là. De la conscience identitaire animale antérieure, ce mental en pleine évolution acquiert les qualités d'une identité humaine qui était potentiellement cachée dans ce circuit mental. Par le don de la personnalité nouvellement exprimée, cette entité est maintenant pleinement consciente qu'elle est consciente. Elle a la conscience de soi. Une fois bien confirmée par l'activité du prochain adjuva, la possibilité du libre arbitre sera pleinement établie. La fonction de cette personnalité, associée à cette identité humaine, sera d'unifier toutes les composantes de son individualité. Les citations du fascicule 112, section 0, 3 à 16 et fascicule 112, section 1, 2 à 11 explicitent bien ce que la personnalité apporte à l'être humain. Comme exemple concret de l'avènement de la personnalité dans le mental maintenant humain, nous pouvons observer ce qui se passa pour nos premiers parents, Andon et Fonta. Imaginez notre joie lorsqu'un jour, les jumeaux avaient à peu près 10 ans, l'esprit d'adoration entra pour la première fois en contact avec le mental de la jumelle, et peu après avec celui du jumeau. Nous savions que quelque chose d'intimement lié au mental humain arrivait à son apogée. Changement radical avec le 7e esprit adjuva. L'entrée en fonction du 7e esprit adjuva provoque une réorganisation des 7 esprits et confirme le statut humain. Ce mental devient définitivement un super-mental, ce qui lui ouvre l'esprit à recevoir le circuit spirituel de la divine ministre de son univers, le Saint-Esprit. Lorsque la sensibilité spirituelle de l'intellect des créatures apparaît, le mental créé devient aussitôt supermental et se trouve immédiatement en circuité dans les cycles spirituels de l'esprit mère de l'univers local. Afin de continuer à observer de manière concrète
ce qui se passa pour Andon et Fonta à ce moment précis, voyons ce que les révélateurs nous disent. Environ un an plus tard, quand ils se résolurent finalement, sous l'effet d'une pensée recueillie et d'une décision mûrement réfléchie, à fuir le foyer familial et à partir vers le nord. Alors l'esprit de sagesse commença à fonctionner sur Urantiara et dans le mental de ces deux humains désormais reconnus comme tels. La fonction du Saint-Esprit est de spiritualiser le mental pour la réception éventuelle d'un moniteur de mystère aussitôt qu'une première pensée morale sera exprimée. Sur Urantia, cela survient généralement vers l'âge de 5 ans et 10 mois. Le premier choix moral d'un enfant des hommes est automatiquement noté chez le 7e adjuva mental et enregistré immédiatement, par l'intermédiaire de l'esprit créatif de l'univers local, sur le circuit universel de gravité mentale de l'acteur conjoint. Cet enregistrement s'inscrit en présence du maître-esprit qui a juridiction sur le super-univers, et celui-ci transmet aussitôt le renseignement à Divinington. Cette dernière citation souligne le long trajet parcouru par cette première pensée morale, partant de son auteur humain et créant le lien avec son ajusteur en attente sur Divinington. La mission de cet ajusteur sera de diviniser son sujet dans le but de rendre parfait ce qui est imparfait, de fusionner avec lui, d'atteindre le paradis, la demeure de la déité, la source de sa personnalité, afin d'œuvrer au service de la Trinité paradisiaque pour le bien de toutes les créatures. La relation entre le mental et l'ajusteur crée une nouvelle réalité. À ce moment de son existence humaine, l'un des buts du mental enrichi de la personnalité est atteint. Servir d'intermédiaire entre la matière et l'esprit. À l'image de ce qu'est le niveau d'existence moroncielle entre le niveau matériel et le niveau spirituel, la naissance de l'âme, issue de la relation entre le mental matériel de l'homme et la nature divine de son ajusteur, crée une nouvelle réalité mitoyenne de nature moroncielle. Il existe une unité cosmique dans les divers niveaux mentaux de l'univers des univers. Le moi intellectuel a son origine dans le mental cosmique d'une manière fort semblable aux nébuleuses, dont l'origine est dans les énergies cosmiques de l'espace universel. Sur le niveau humain, donc personnel, du moi intellectuel, le potentiel d'évolution de l'esprit devient dominant avec le consentement du mental mortel, à cause des dotations spirituelles de la personnalité humaine associée à la présence créative dans ce moi humain, d'un foyer entité ayant une valeur absolue. Toutefois, cette domination du mental matériel par l'esprit est subordonnée à deux expériences. D'une part, il faut que ce mental ait évolué par le ministère des sept esprits mentaux adjuva, et d'autre part, il faut que le moi matériel, personnel, choisisse de coopérer avec l'ajusteur intérieur pour créer et entretenir le moi moronciel, l'âme évolutionnaire potentiellement immortelle. Arrivé à ce stade d'évolution, l'on pourrait dire que cet être humain dispose de deux identités. Attention ici, ne pas confondre identité et personnalité. Il s'agit d'une première identité matérielle personnelle, dotée de la conscience de soi et du pouvoir du libre arbitre, et d'une identité moroncielle en plein développement, assujetti aux décisions prises par la volonté humaine, du moins pendant sa vie humaine, à moins d'un transfert volontaire d'autorité décisionnelle de l'identité matérielle à l'identité moroncielle. Le mental mortel est un système intellectuel temporaire prêté aux êtres humains pour être utilisé pendant la durée d'une vie matérielle et, selon la manière dont ils emploient ce mental, ils acceptent ou rejettent le potentiel d'existence éternelle.
Le mental est à peu près tout ce que vous possédez de réalité universelle qui soit soumise à votre volonté. L'âme, le moi morantiel, dépeindra fidèlement la moisson des décisions temporelles que le moi mortel aura prises. Durant la vie dans la chair, l'âme en évolution a la faculté de renforcer les décisions supramatérielles du mental humain. Étant supramatérielle, l'âme ne fonctionne pas par elle-même sur le niveau matériel de l'expérience humaine. Sans la collaboration d'un esprit de la déité tel que l'ajusteur, cette âme subspirituelle ne peut pas non plus fonctionner au-dessus du niveau morantiel. De même, l'âme ne prend pas de décision finale avant que la mort ou le transfert n'ait rompu son association matérielle avec le mental mortel, à moins que ce mental matériel n'ait librement et volontairement délégué l'autorité nécessaire à son âme morantielle fonctionnellement associée. Durant la vie, la volonté mortelle, le pouvoir de décision et de choix de la personnalité, réside dans les circuits mentaux matériels. Au fur et à mesure du développement du mortel sur Terre, ce moi, avec ses inestimables pouvoirs de choix, s'identifie de plus en plus avec l'entité émergente, l'âme morantielle. Après la mort et la résurrection sur le monde des maisons, la personnalité humaine est complètement identifiée avec le moi morantiel. L'âme est ainsi l'embryon de futur véhicule morantiel de l'identité de la personnalité. L'âme existe-t-elle en potentialité dans le mental de l'enfant? Nous avons observé tout au long de cet exposé que le mental matériel, une variante du mental cosmique adapté à l'environnement des Banoniens, contient en lui-même des potentialités inouïes. Se pourrait-il qu'il contienne également de manière potentielle la possibilité de la réalité de l'âme? Il est écrit dans le livre du Rancia que l'âme naît lors de la première décision morale de l'humain dans sa relation entre ce mental matériel et les immenses pouvoirs de l'ajusteur. La création évolutionnaire de cette âme immortelle résulte de 3 facteurs, et non de 2. Ces 3 antécédents de l'âme morantielle humaine sont les suivants. 1. Le mental humain et toutes les influences cosmiques qui le précèdent et qui agissent sur lui. 2. L'esprit divin qui habite ce mental humain et tous les potentiels inhérents à un tel fragment de spiritualité absolue, ainsi que toutes les influences et tous les facteurs spirituels qui lui sont associés dans la vie humaine. 3. La relation entre le mental matériel et l'esprit divin, qui dénote une valeur et comporte une signification ne se trouvant dans aucun des 2 facteurs de cette association. La réalité de cette relation unique n'est ni matérielle ni spirituelle, mais morantielle. C'est l'âme. Cette question de la possibilité embryonnaire potentielle de l'âme dans le mental matériel me paraît valable, car il est relaté par les révélateurs que des enfants en très bas âge, donc sans avoir un ajusteur, peuvent être récupérés et placés dans la nurserie probatoire. Les écoles de Setania où l'on reçoit les bébés sont situées sur le monde finalitaire, la première des sphères de culture transitionnelle de Jérusalem. Ces écoles où l'on reçoit des bébés sont des entreprises consacrées à élever et à éduquer les enfants du temps, y compris ceux qui sont morts sur les mondes évolutionnaires de l'espace avant d'avoir acquis un statut individuel inscrit dans les archives de l'univers. Si l'un des parents ou les 2 parents d'un de ces enfants survivent, le gardien de la destinée délègue son chérubin associé comme conservateur de l'identité potentielle de l'enfant. Il charge le chérubin de la responsabilité de remettre cette âme non développée entre les mains des éducateurs des mondes des maisons dans la nurserie probatoire des mondes morantiels. En lisant attentivement ce qui nous est décrit dans cette citation, le chérubin devient le conservateur de l'identité potentielle de l'enfant. Premièrement, nous comprenons qu'il doit être très jeune puisque son identité est encore potentielle et qu'il n'a pas de statut individuel. Il s'agit sans doute d'un enfant de quelques mois qui n'a pas encore la conscience d'exister réellement. Deuxièmement, il est mentionné les mots « âme non développée » pour qualifier la conscience embryonnaire de l'identité de ce poupon.
à moins que ce ne soit qu'une manière de s'exprimer qui équivaudrait au mot enfant pour le décrire. Ce que je doute, car les révélateurs sont habituellement plus précis que cela. Puisque nous avons l'habitude de considérer la naissance de l'âme par la relation entre le mental matériel et l'ajusteur, puisque ce bébé n'a évidemment pas encore d'ajusteur, comment peut-il avoir une âme non développée qui puisse être récupérée? Ma réponse logique serait que l'embryon d'âme existe déjà dans les potentialités de ce mental à cette identité matérielle encore potentielle. Je prends mon exemple personnel pour expliquer cette idée. Le jour de ma naissance se situe le 28 décembre 1950. C'est la date que nous sommes habitués de compter pour calculer mon âge. Cependant, en tant qu'embryon dans le sein de ma mère, j'ai quand même vécu 9 mois auparavant. Il faudrait donc ajouter ces 9 mois supplémentaires à mon âge annoncé. Naissance de l'âme signifie donc le moment où l'évolution active de cet embryon d'âme débute. Considérant qu'elle se produit à la suite de la première décision morale, ce qui entraîne l'arrivée de l'ajusteur dans le mental humain, la naissance évolutive de l'âme peut alors commencer. Ce mental, produisant habituellement des pensées strictement matérielles, transcende pour la première fois la matérialité en abordant le domaine moral de l'esprit, domaine non exclusivement centré sur lui-même, mais sur autrui, caractérisant les prémices de la vie spirituelle. Quand la personnalité nous est-elle donnée? Voilà une autre question que j'entends souvent chez les lecteurs du livre du Rancière. Nous savons tous, pour l'avoir lu à maintes reprises dans ce livre, que le Père universel est le donateur exclusif de la personnalité. Je ne conteste pas ce fait car j'y crois sincèrement. Cependant, 2 citations qui ne sont pas souvent mentionnées ont retenu mon attention. Les voici. La personnalité est potentielle chez toutes les créatures dotées d'un mental, depuis le minimum de conscience de soi jusqu'au maximum de conscience de Dieu. 1. La personnalité est cette qualité dans la réalité qui est conférée par le Père universel lui-même, ou par l'acteur conjoint agissant pour le Père. Dans la première citation, le conseiller divin du Versa confirme que la personnalité est potentielle chez toutes les créatures dotées depuis le minimum de conscience de soi. L'animal est conscient de lui-même, sans quoi, face au danger mortel, il ne chercherait pas à sauver sa vie. Par contre, contrairement à l'homme, l'animal n'est pas conscient d'être conscient. Il est seulement conscient et réagit à son environnement. Il ne transcende pas sa propre conscience qui lui procurerait le concept des réalités de l'esprit. Alors, si dans ce mental, la personnalité est potentielle, chez les animaux, elle ne s'exprime jamais, à moins que cet animal devienne humain. Reportons-nous à ce qui s'est produit pour Andon et Fonta, relaté plus avant dans cet exposé. Dans la deuxième citation, le messager solitaire d'Orvonton nous apprend que la personnalité, conférée par le Père universel, peut l'être par l'acteur conjoint agissant pour le Père. Sachant que le Père a pour habitude de déléguer constamment tout pouvoir qu'il peut déléguer, n'est-il pas envisageable de percevoir par cette citation que le Père universel, par l'entremise des divines ministres des univers locaux, les filles de l'acteur conjoint, confère la personnalité à ses enfants à travers les potentialités du circuit mental de l'homme, puisqu'il est exprimé que ce mental renferme potentiellement la personnalité dans la citation du fascicule 5, section 6, 3e paragraphe. Si cette réflexion s'avère juste, la réponse à la question de savoir quand la personnalité nous est accordée se trouve dans le moment de notre conception. À ce moment précis, nous recevons potentiellement tous les outils nécessaires
pour se préparer à recevoir la parcelle de divinité du Père universel qui fera de nous des finalitaires. Cette personnalité deviendra effective en expression lors de l'activation du sixième adjuva et se confirmera définitivement lors de la réorganisation complète des 7 adjuvas. Conclusion. Notre mental matériel est un formidable outil renfermant des trésors de potentialité s'exprimant au fur et à mesure de nos expériences de vie. D'un mental animal, par le ministère des 5 premiers adjuvas, il devient personnel à l'activation du 6e adjuva pour atteindre les portes de la réalité d'esprit avec la mise en fonction du 7e adjuva, l'installation du circuit spirituel du Saint-Esprit, préparant le mental à la réception éventuelle du moniteur de mystère. Je vous remercie de votre attention. Claude, Oui, nous te remercions beaucoup pour ce bel exposé qui souligne vraiment l'importance du fonctionnement du mental. Effectivement, ce mental, c'est avec lui que nous prenons toutes les décisions, que nous désirons survivre ou que nous abandonnons le projet divin. Donc, il est vraiment important de comprendre comment il fonctionne et je pense que tu nous l'as bien expliqué. Dès le commencement, c'est-à-dire l'origine, ensuite, comment il est distribué dans les univers locaux, comment il fonctionne. Une petite pointe d'humour, j'ai remarqué que dans l'explication de l'arrivée de la personnalité chez Andon et Fonta, c'est la femelle qui a pris, elle, la première décision morale, avant même le mâle. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, je te remercie beaucoup pour cet exposé et maintenant, il est ouvert aux discussions et aux questions partage. José, tu Oui, peux commencer. moi j'ai une question qui me concerne. Enfin, j'aimerais bien savoir comment les esprits adjuvants font fonctionner les mécanismes de notre cerveau physique. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Comment prennent-ils le contrôle ou ce sont des énergies? C'est quoi exactement? Ça me tarabuste depuis un moment. J'aimerais bien OK. savoir comment ils font, comment ils nous activent. Mhm. C'est une question que je me pose parce que le mental, quelquefois, il est foufou, hein, et je lui dis, tais-toi, hein, tu m'embêtes, hein. Et il est tout le temps en activité et je me dis, mais comment ils font, eux? Comment ils font? D'accord. Pour imager un peu ce que c'est, souvent je ramène ça à un ordinateur. Et notre cerveau, c'est l'ordinateur, et, euh, et le circuit mental qu'on reçoit de la divine ministre, c'est le courant électrique qui est fourni à l'ordinateur pour le faire fonctionner. Et tous les programmes que l'on met dans notre ordinateur, que ce soit pour faire du traitement de texte ou un chiffrier ou quoi que ce soit d'autre, là. Alors, ce sont l'équivalent, si on pourrait dire, des esprits mentaux adjuvants qui donnent des possibilités au cerveau de fonctionner. Comme les programmes qu'on met dans l'ordinateur donnent des possibilités à l'ordinateur de fonctionner puis exécuter des tâches. Alors, moi, c'est comme ça que je visualise un peu les esprits mentaux adjuvants. C'est comme des programmes qui sont là pour que le circuit mental puisse fonctionner, atteindre certaines fonctions et évoluer à travers tout ce qu'on vit dans notre vie humaine pour finalement arriver euh, à transcender le niveau animal dans lequel notre origine elle est, pour arriver justement à arriver à l'esprit. Alors,
c'est un processus évolutionnaire, hein? C'est comme ça que le père a prévu, euh, a prévu la création. Alors, on commence avec ça, les adjuvats, et après ça, on va recevoir le circuit spirituel de la divine ministre, qui est le Saint-Esprit, qui lui prépare, va continuer la préparation qui a été faite par les esprits mentaux adjuvats, et il va spiritualiser suffisamment ce circuit mental-là pour qu'on arrive à prendre à être conscient du- de l'aspect moral qui est la base de la vraie spiritualité. Et c'est à ce moment-là qu'on prend notre première décision morale et qu'on arrive et qu'on fait la connexion avec notre ajusteur de pensée qui vient habiter en nous et lui, ben, il va tout simplement diviniser ce circuit mental-là pour nous rendre de plus en plus réels et finalement, au bout du compte, là, après ben longtemps, on va donner des finalitaires, là, des êtres d'esprit. Oui. Voilà. Donc, il utilise les connexions physiques du cerveau pour faire fonctionner le mental ou pour faire Ouais, fonctionner cette énergie un peu. c'est, Oui, en fait, je pense pas que les esprits mentaux adjuvats, ce soit quelque chose qui soit physique. C'est au-dessus, au-delà du physique. oui, c'est C'est comme l'énergie. le cerveau, c'est comme le récepteur de Oui, ce qui se passe en dehors, là. oui, oui, c'est un récepteur d'énergie. Oui, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. D'accord. Merci, José. OK, merci. Merci, Claude. Merci, Claude. Je te remercie, José, pour cette question parce qu'effectivement, euh, c'est un peu délicat d'essayer de comprendre le Ah oui. mécanisme sous-jacent entre le mental et le cerveau lui-même. Tel que moi je me le représente, les 7 esprits mentaux adjuvats, pour moi, sont des sensibilisateurs. C'est-à-dire que dans une situation donnée, ils vont te sensibiliser à la réalité. Par exemple, euh, je prends le cas de l'esprit mental de courage. Il est là parce qu'il faut que l'homme humain puisse prendre des décisions en fonction des réalités et des situations qui se présentent. Et donc, il faut sensibiliser le mental à la situation. Par exemple, euh, une, euh, une, une possibilité d'éduquer ce mental par les esprits mentaux adjuvats, c'est lorsque tu es papa et que tu as un enfant à éduquer, plus tu vas le mettre dans des situations où il doit faire preuve de courage, et plus il va développer cette sensibilisation au courage. Donc, il y a là une méthode, une technique pour les 7 esprits mentaux adjuvats pour aider à la sensibilisation. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, José et Claude. Donc, pour moi, ce sont des sensibilisateurs. Voilà. Mhm. Oui, ils utilisent toutes les connexions pour les exacerber et les élever. Ça doit être ça. Voilà. Gaëtan, tu peux intervenir? Oui, c'est une question assez pointue, en fait. Et dans le livre du Rancher, on nous donne une petite référence sur la conscience. Moi, je crois que le mental, par lui-même, s'il ne contient pas les 7 esprits mentaux du Jiva, ne peut pas être la conscience en soi. La conscience que nous possédons d'être conscient. La conscience réflexive. Et cette conscience, pour moi, elle implique le fait qu'elle est constituée des 7 esprits mentaux adjuvants. Donc, les animaux n'étant pas conscients d'eux-mêmes sont quand même conscients, comme Claude l'a dit, et ils ont les 5 premiers esprits mentaux adjuvants. Par contre, nous, les humains, nous possédons cette super conscience, la conscience d'être conscient. Et dans le livre du Rancher, on nous dit, la conscience humaine repose doucement sur le mécanisme électrochimique sous-jacent. Ça, c'est le cerveau électrochimique.
et touche délicatement le système énergétique, morontiel, spirituel surjacent. Alors, pour moi, si vous connaissez les principes de l'électricité ou de l'électronique, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'induction. Aujourd'hui, en neurologie, on a identifié différentes parties du cerveau qui peuvent être, quand on les regarde, une expression, en fait, là où cette sensibilité des adjuvants prend contact avec l'être humain. Exemple, quand vous prenez le cerveau reptilien, ce qu'on appelle le système limbique, dans le système limbique, il y a deux parties, deux petites glandes qu'on appelle les amygdales. Et si vous regardez la définition qu'on a fait de l'amygdale, c'est le centre où on peut s'orienter, où on peut prendre, en fait, des décisions rapides. En fait, on est conscient de faits, d'actions qui échappent à notre conscience réflexive, mais qui touchent à l'instinct. Alors, le premier adjuva, il est celui qui est réellement là dans tous les êtres qui ont un mental et qui répondent en fait à des stimuli extérieurs qui pourraient mettre en danger la santé de l'individu ou de l'animal. Alors, c'est un peu comme si les mécanismes, c'est un peu comme en téléphonie, moi je travaillais en téléphonie, les mécanismes, c'est un peu comme quand vous regardez un téléphone, comment ça fonctionne, les anciens téléphones, il y avait deux bobines de fil, et je me demandais tout le temps comment ça se fait que la voix, qui est une vibration électronique, en fait, elle est traduite, comment elle fait pour s'en aller dans une membrane qui va créer le son. Alors, c'est un phénomène énergétique qu'on appelle l'induction. Et c'est un peu comme ça que la conscience, le mental, agit sur le cerveau. C'est un phénomène d'induction, il agit délicatement, on dit ici, repose délicatement sur le mécanisme électrochimique sous-jacent. Alors, moi, je verrais ça comme ça. Par contre, je me questionne sur la présentation de Claude, sur quand ce premier adjuva arrive. Parce que l'embryon comme tel, quand on est conçu, il ne possède pas encore la structure pour abriter un mental. Alors, c'est des cellules qui se divisent et beaucoup plus tard, quand l'embryon est développé, le mental continue à se développer. En fait, on sait que le mental continue à se développer jusqu'à l'âge d'à peu près 21 ans. Mais tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 5 ans, il n'est pas encore apte à recevoir les deux derniers adjuvats, à être réceptif plutôt aux deux derniers adjuvats. Alors, moi, je serais plutôt de la croyance, en fait, que le premier adjuvat vient en fonction quand l'enfant est détaché de la mère et là, qu'il peut lui-même être exposé aux éléments extérieurs. D'ailleurs, quand on observe un enfant, et si vous l'avez tous fait, un enfant naissant, si vous lui parlez ou si vous le regardez qu'il va manger, l'adjuvat d'orientation ne fonctionne pas nécessairement bien parce que quand vous l'appelez, il tourne la tête de tous les côtés pour savoir d'où la voix vient. Alors, ce n'est pas encore adapté, il n'est pas encore adapté. Ça ne veut pas dire que l'adjuvat n'était pas là présent, mais moi, je pense qu'il commence à fonctionner au moment de la naissance. Parce que l'idée de dire que le mental rentre en fonction au moment où l'enfant est créé, en fait, qu'il est possible, et que la personnalité est déjà là, imaginez tous les ans, toutes les personnes qui ont eu recours à l'avortement. Dans quelle situation morale ça les place? Alors, c'est une question en fait, quoi qui doit être laissée à chacun, mais qui est très délicate dans l'expression, dans la réponse qu'on peut lui donner. Alors, merci Claude, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et, en fait, on a chacun notre idée sur ce qui est le mental, pour ceux qui ont réellement étudié ce qu'il était, mais souvent, on peut observer les fonctions du mental, de la conscience, dans la réalité de l'enfant quand il grandit, regarder ce qui se produit en lui pour voir où les adjuvats prennent fonction. Alors, merci. Okay. Merci Gaétan. Euh, c'est la question que tu as apportée, ça me fait penser un peu à un poisson qui se demanderait quand est-ce que l'eau est arrivée. Pourtant, c'est un poisson, il vit dans l'eau, là. Euh, les circuits, les esprits mentaux adjuvants font partie du circuit de l'esprit mère de notre univers local. Et on sait que l'esprit mère de notre univers local, elle est partout dans l'univers de Nébadon. Alors, moi, je pense que à partir du moment où il y a les prémices d'un cerveau suffisamment
développé pour que l'adjuvat, le premier adjuvat puisse entrer en contact, ben, il est déjà là présent partout dans notre univers. Alors, à quel moment il prend contact avec ce petit cerveau-là qui est en train de se développer, je peux pas dire. On peut avoir chacun notre idée, puis c'est parfait comme ça. Chacun peut imaginer à quel moment ça se produit. Mais ouais, il reste qu'à un moment donné, ça se produit quand même heureusement que ça se produit parce que là, on en a besoin. Puis, on sait que, euh, bon, le premier adjuvat, c'est l'orientation, tout ça, comme tu l'as mentionné, Gaëtan, mais on sait que dans le ventre de la mère, le bébé, il y a un certain sens d'orientation, il peut se tourner, il peut même prendre son pouce puis sucer son pouce. Tu sais, il est capable de trouver sa bouche, là, puis il suce son pouce. Alors, il y a déjà un certain sens d'orientation qui se manifeste à ce moment-là, pendant qu'il est encore un embryon. Alors, euh, et pour ce que tu as touché, le côté plus émotionnel du fait des avortements, tout ce qui est inclus dans le circuit mental, c'est tout potentiel. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là réellement. Ce n'est que des potentialités. Et si ça se développe pas, ben, ça n'existe pas en réalité. Donc, euh, une femme qui avorte, moi, je pense qu'elle n'a pas vraiment à se sentir coupable parce que ce n'est pas un être humain en tant que tel parce que je pense pas qu'une femme avorte pour le plaisir d'avorter. Je pense que c'est soit une condition médicale, c'est soit bon, ils ont des bonnes raisons. Moi, je suis pas une femme, je suis un homme, mais j'avorterai pas pour le plaisir d'avorter, là. Fait que c'est une grande responsabilité. Puis si la femme elle juge que elle ne peut pas avoir un enfant, ben pour l'instant, ce qu'elle avorte, ce n'est pas un être humain en tant que tel. Il n'est pas encore un être humain, ce n'est qu'une potentialité, là. Alors, je pense pas qu'il y ait de culpabilité à traîner au bout de ça. Si je pense à ma mère a jamais avorté, sauf qu'elle a fait des fausses couches. Et euh, est-ce qu'on peut culpabiliser ma mère d'avoir fait une fausse couche? Non, c'est arrivé comme ça et voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci, Claude. On pourrait aussi dire que l'enfant, quand il est dans le sein de la mère, il est toujours attaché par le cordon ombilical, Oui. dépend du mental de la mère pour sa survie. Hmm. Et aussitôt que le cordon est coupé, là, l'enfant se met à respirer, mais il ne respire pas avant. Ouais, Alors, sa survie dépend toujours de la mère et de son mental. En fait, c'est là que c'est la mère qui prend les décisions. Alors, ouais. ça peut amener d'autres pistes de réflexion, mais je te remercie de ta réponse. OK. Merci, Gaëtan. Ça me fait penser, ce que tu dis aussi, c'est que un enfant qui meurt en très bas âge, il est dépendant encore de ses parents pour la nurserie probatoire. Il faut que au moins un des deux parents survive pour que l'enfant puisse aussi survivre. Alors, on voit que cette dépendance-là, elle se poursuit même après la mort, là. Merci. Merci Claude. Dominique? Oui, alors voilà, merci Claude déjà, et je voulais soulever deux points qui m'ont paru importants que tu as dit à la fin et qui a un petit peu touché effectivement Gaëtan, à savoir de considérer l'âme et la personnalité finalement comme des circuits ou des fonctions potentielles et la détacher totalement de la notion d'individualité qui nous est propre. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on considère que la personnalité serait en potentialité déjà chez
dans l'enfant à naître se posent des problématiques dont on a touché là. Mais si on parle de problème éthique parce qu'on ramène ça à l'idée d'une individualité déjà constituée qui serait détruite. Alors là, moi, c'est un concept qui me parle toujours beaucoup, l'idée que nous sommes en fait essentiellement potentiels et essentiellement par rapport à notre rapport à la personnalité. Et là, tu ajoutes cette notion par rapport à l'âme qui me paraît intéressant. Je ne pourrais pas dire si c'est, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça me paraît cohérent et intéressant. Et surtout, nous permettre de détacher cette problématique de ce qu'est la personnalité, de la détacher de l'individualité qui, elle, est quand même constituée essentiellement de notre culture, de notre génétique et d'un ensemble de choses. On ne peut pas le rayer, ce n'est pas quelque chose. Et considérer que notre rapport au réel qui passe, et notre rapport au réel en tant qu'acteur conscient passe par notre personnalité, il se développe potentiellement et ça grandit petit à petit. Notre réalité, ça grandit. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais soulever. Et plus personnellement, là, sur le rapport au mental, c'est vrai que moi, j'aime bien y penser comme une expérience globale. C'est une expérience psychique globale. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, si on parle de la durée de courage dont parlait Georges tout à l'heure, il est valable effectivement et effectif au niveau de la préhistoire quand on voit quelqu'un qui se bat pour sauver sa famille, mais il est aussi vrai pour un chercheur de vérité qui a le courage de changer ses points de vue, de changer son regard, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas suffisant, ou qu'il se trompait, ou qu'en tout cas, il a besoin de passer à autre chose. C'est vrai à plein de niveaux. Bon, tout le monde sait qu'en fait, on est pétri d'habitude, on aime bien penser les mêmes choses, on aime bien dire les mêmes choses, on aime bien écouter les mêmes choses. Et la notion même d'évolution, de progression et de remise en question n'est quand même pas une fonction naturelle, si ce n'est par la destinée de la vie. Voilà, donc ça me paraît intéressant de penser aussi à la vie psychique comme une expérience globale, dont finalement les adjuvats dont on parlait un peu comme des émetteurs ou des fonctions sont utilisables à divers niveaux. On peut avoir une intuition spirituelle, il y a effectivement l'intuition primaire. On peut avoir un courage physique, on peut avoir un courage intellectuel. On peut avoir une volonté de connaissance à un certain niveau d'analyse. Mais si tout ça n'est pas globalisé dans une expérience globale, on peut partialiser notre rapport au monde et là, on devient soit trop intellectuel, soit trop émotionnel. Voilà. Donc, alors c'est comme ça que je le comprends et que j'expérimente ma vie intérieure. Voilà, c'était juste ça. Merci. OK. Merci, Dominique. Bon, si j'ai bien compris ton intervention, c'est qu'il y a une différence entre l'individualité et la personnalité. L'individualité, c'est ce qui nous caractérise. Alors, l'individualité qu'on a, bon, d'abord, on l'a hérité par nos parents, l'hérédité biologique qui va constituer une partie de notre identité. Il y a aussi la culture dans laquelle on baigne, euh, tout ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, les décisions qu'on prend. euh, alors, tout ce qui nous identifie, c'est ça notre individualité. La personnalité, la caractéristique principale de la personnalité qu'on reçoit du Père, c'est d'unifier toutes les constituantes de notre individualité. Alors, c'est sûr que ici, on mélange souvent, on dit, ah, regarde, telle personne a une belle personnalité, mais en fait, c'est une individu, on fait référence à l'individualité bien plus qu'à la personnalité, là. La personnalité, c'est ce qui englobe tout ce qui est l'individualité. Et l'âme, c'est c'est ce qui va se produire dans la relation que nous avons en utilisant notre circuit mental, matériel. C'est dans cette relation qu'on a avec notre agiteur, qui est la divinité en soi.
qui produit l'âme. C'est comme biologiquement parlant, si on veut ramener ça à quelque chose qu'on connaît, le spermatozoïde qui rejoint l'ovule, puis ça va former un autre être humain potentiellement. Alors, notre âme, c'est l'union de notre relation que nous avons grâce à ce circuit mental-là avec la divinité qui est là en nous. Et c'est ça, ça va être ça notre âme. Et l'individualité matérielle qu'on a, on la transfère dans cette âme-là, éventuellement, soit qu'on le fait pleinement, comme c'est mentionné dans le livre de Laurentien, pendant notre vie, on prend cette décision-là, ou à notre mort, notre individualité est transférée complètement. Le corps est plus là, là. Ça fait que notre individualité peut plus être attachée à quelque chose qui n'existe plus. Alors, il reste l'âme. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la conférence, je dis on a comme deux individualités, mais ce n'est qu'une seule individualité, en fait, là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Dominique, là, mais. Non, mais c'était plus un accompagnement sur ce que tu avais dit. J'avais pas spécialement de questions là-dessus. Là, on est assez d'accord sur. Enfin, moi, j'ai un peu cette même analyse. Et c'est effectivement dans l'idée que c'est pareil. L'affection enfin, l'émotion que l'on met sur le fait de s'attacher à un enfant, de s'attacher particulièrement sur cette notion, enfin ce fait d'avortement, par exemple, eh bien, c'est parce qu'en fait, on met une individualité, on met une réalité sur cette individualité à devenir, et on refuse de croire qu'elle n'est potentielle, qu'elle n'est pas encore tout à fait réelle, en fait. C'est ça qui est un petit peu, enfin, moi, c'est comme ça que je comprends, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à accepter et analyser parce on ne veut pas se considérer comme potentiel, on veut se considérer comme actuel, c'est beaucoup plus sympathique. Ouais. Alors évidemment, on est actuel à un moment, mais ce qui fait, à travers au moins l'analyse du LU, c'est qu'on sait qu'on est amené à penser plus, à se développer plus, à connaître plus, à faire des expériences. C'est une expérience, et ça, on est dans du vécu, on n'est pas dans on est en développement, voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que ce sont des notions qui sont un petit peu délicates parce qu'en fait, à un moment, on ne sait plus où on en est. Parce on dit, mais qui je suis si je suis pas ma personnalité, en gros. Enfin, on devient un peu bizarre. Alors, on ne devrait pas trop se poser ce genre de questions, mais on devrait sentir, pas personnellement qu'en nous, on a une force qui nous permet d'aller plus loin, de nous coordonner, justement, et de mettre un petit peu en, en équilibre toutes ces forces contraires qui nous habitent. Et c'est ce que j'appelle pour moi la personnalité. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Voilà, Hmm. merci en tout cas. Ouais, merci, Dominique. Ça m'a fait penser à ce que tu dis, à l'être suprême. L'être suprême, là, ce qui va être actualisé, c'est il va avoir en lui-même la totalité de toutes les expériences du fini possibles. Et, euh, et ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, c'est que nous faisons justement ces expériences-là. Et si, mettons, moi, je ne survis pas, ça veut dire que les expériences que j'ai faites, ben, c'est mon ajusteur qui va les conserver en lui-même. Ma personnalité qui est quelque chose de déifié, ben, elle va être inclus dans l'être suprême. Et finalement, je n'aurais pas participé à l'actualisation du suprême en tant que moi, Claude Flibot. Mais il y a quelqu'un d'autre à un moment donné qui va faire une expérience semblable et qui va compléter ce que l'être suprême doit arriver à actualiser pour pouvoir s'exprimer à un moment donné, là, à la fin du deuxième âge, là. Alors,
ce que je voulais dire par ça, c'est que potentiellement, nous sommes tous des créateurs de l'être suprême, mais ça se peut qu'on réussisse pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous à ce moment-là. Ben, pour nous, qui va réaliser la partie que nous, on n'aura pas fait à ce moment-là. Alors, potentiellement, potentiellement, on a des choses à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser, là, mais je souhaite qu'on les réalise tous, évidemment, puis qu'on actualise ce fameux être suprême-là. Voilà. Alors, Claude, Claude, Oui. il y a d'autres questions qui attendent. Alors, Gilles, tu veux intervenir? Oui, merci Claude et je salue tous les participants à cette conférence. Moi, c'est ce qui m'interpelle encore. Là, j'ai encore des zones grises au sujet du mental, etc. Puis c'est le fun parce que ça me permet d'y réfléchir encore. Mais ce qui n'est pas gris, par exemple, dans, dans, dans la conférence, dans ce mental que décrit le livre du Rancio, comment ça fonctionne, ben, euh, ça fait un pied de nez à tous les films d'horreur qu'on peut voir à la télévision ou ceux qui ont des craintes au sujet de l'intelligence artificielle qui pourrait un jour prendre le contrôle de l'humanité. Alors, si on comprend bien c'est quoi le mental, ben, le mental peut pas, voyons, progresser dans des mécanismes qui sont pas biologiques. Euh, Ça fait que je trouve que ce serait peut-être, moi, c'est un soulagement d'avoir cette conscience que ça vient, ça vient de la divine ministre, les adjuvats, le commencement du mental personnel, puis ça peut pas se développer dans un mécanisme physique, là. Alors, moi, c'est ce côté-là qui est vraiment pas une zone grise, là. C'est vraiment aussi avec la personnalité, c'est un don du Père. Alors, c'est doux pour ma pensée, voir ça de même. Alors, je te remercie, Claude. Il y a encore un petit peu d'interrogation là, au sujet justement de la venue de la personnalité, etc. Mais c'est un petit peu secondaire, là. Je laisse ça à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne ce don-là. Alors, regarde, on va peut-être avoir des réponses un petit peu plus tard, là, dans nos vies futures, là, dans les mondes de maison, etc. Alors, merci pour ton exposé, c'était intéressant. Alors, bonne journée à tous. Merci, merci Gilles. Au sujet de l'intelligence artificielle, j'avais lu en quelque part que, à propos du danger que ça pourrait représenter, la personne disait, ben, on a juste à tirer à la plug. Fait que tu déconnectes, puis il n'y en a plus d'intelligence artificielle. Fait que, mettons, je suis pas très inquiet, là. Merci, Gilles. Merci. Francine, tu veux intervenir? Oui, bonjour à tout le monde. Merci, Claude, pour ta présentation sur le mental, qui est en fait la résidence de tous nos adjuvants. Pour moi, c'est pas important de savoir quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils apparaissent. Il y a trop de théories qui circulent, il y a trop d'idées qui circulent, puis pour moi, c'est pas ça qui va me faire évoluer et avancer. Donc, c'est pas vraiment important. Par contre, ce qui est important, c'est comment ils fonctionnent, puis comment je peux m'en servir. Je pense que les 5 premiers adjuvants sont peut-être, oui, contrôlés par le circuit mentaux des adjuvants parce que, bon, on n'est pas conscient toujours du circuit par exemple, de l'adjuvat de courage, oui, mais disons d'orientation. Hein? On y pense pas, puis on s'en va dans la direction où on veut aller. Par contre, je crois que les 2 derniers adjuvants sont là, potentiels, mais pour les actualiser, les 2 adjuvants de sagesse et d'adoration, il faut une action de notre part. L'adoration ne viendra pas si nous, par notre libre arbitre et notre choix
qui est stimulé par notre foi, en fait, d'utiliser ces deux adjuvants. Donc, ces deux adjuvants-là nécessitent notre collaboration de l'être humain pour fonctionner. C'est ce que je voulais dire. Et la deuxième chose, j'ai entendu quelque chose qui disait que par rapport à la nurserie probatoire, si les parents ne survivaient pas, les enfants non plus. Je pense pas. Je pense que j'avais compris dans ce que j'avais lu que dans la nurserie probatoire, les enfants, si les parents survivent, vont être rattachés à leurs parents. Mais sinon, ces enfants-là, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui n'ont pas eu d'enfants? Ils vont se, ils vont apprendre à devenir parents avec les enfants de d'autres dans la nurserie probatoire. Alors encore un gros merci, Claude. Merci, Francine. Euh, ben, si les enfants justement qu'on élève dans la nurserie probatoire, c'est ce qui va m'arriver d'ailleurs parce que moi j'ai pas d'enfants, j'ai malheureusement je ne suis pas papa. Alors je vais sûrement avoir comme tâche d'élever des enfants, soit dans la nurserie probatoire, soit sur Jérusalem en collaboration avec les Adam et Ève, là. Euh, ce qui nous dit, en tout cas, moi je me souviens de ce qu'ils nous disent dans le livre de Rancia, c'est que s'il n'y a aucun des deux parents qui survit, l'enfant, l'enfant qui serait mort en bas âge, là, ne, ne survit pas parce que probablement qu'il estime que si les parents n'ont pas survécu, il n'aura pas pu éduquer religieusement cet enfant-là. Euh, Je présume que ça doit être ça la raison. Ils ne spécifient pas dans le livre d'Urantia pourquoi, là. Ils disent juste que ces enfants-là sont rattachés aux parents et si les parents ne survivent pas, ils ne sont pas là. Ça, c'est injuste. Alors, ça sera à chacun à se faire une idée, j'imagine, là-dessus. C'est injuste. Et puis ce que tu as dit au début, là, j'avais quoi à dire, mais je l'ai oublié. Fait que je m'excuse, là, mais. Ce que je disais, en fait, c'est que les 5 premiers adjuvants sont là sans qu'on ait besoin de rien faire avec, sauf Ah le oui, courage peut-être, mais par mais, rapport que les deux autres sont vraiment de notre ressort. Ils fonctionnent pas tout seuls si nous, hein, on n'y accède pas. oui, c'est justement, c'est à propos de ça. Le nom qu'ils ont donné aux esprits mentaux adjuva, comme l'adoration, qui est le sixième adjuva, nous, on a dans notre tête adoration, on adore le Père, bon, la déité, et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais quand on regarde, quand que Fonta, elle a fait fonctionner son circuit d'adoration. C'était pas tourné vers Dieu, là. C'était quelque chose de bien plus correspondant à son niveau de vie actuel là, qu'elle vivait à ce moment-là. Alors, puis quand on lit sur les hommes primitifs, cet esprit-là, c'est pas, tu sais, ils n'ont pas le concept de Dieu encore, là, mais ça s'en va vers ça. Alors, il faut faire attention, les termes qui ont été donnés, nous, on y attache une signification qui n'est pas forcément ce que ça représente réellement, là. Alors, en tout cas, tu vérifieras avec Fonta la décision qu'elle a prise, c'était de s'éloigner de sa famille animale, là. Alors voilà. Merci, Francine. Merci, Claude. André, tu veux intervenir? Oui, merci Georges. Beaucoup de belles interventions. Euh, Quelques-unes que j'aimerais souligner. Francine, j'aime beaucoup la miséricorde que tu fais preuve quand tu parles des enfants de la nurserie probatoire, parce que on a un exemple où Jésus disait à ses parents que si eux savent bien prendre soin de leurs enfants matériels, combien plus le Père euh, et davantage
Fait que c'est pour ça que je trouve que si présentement des couples font preuve d'amour pour adopter un enfant comme tel, qui leur est étranger, combien plus notre Père a prévu le coup. Euh, J'aimerais aussi souligner, Georges, le beau clin d'œil que tu as fait envers nos sœurs euh, au sujet du contact du sixième adjuvat qui était la sagesse comme telle. Pour une fois qu'on les laisse de côté avec l'histoire de la pomme, je trouve que c'est un, un beau clin d'œil qui a été fait. Euh, Tu as mentionné, Georges, la- le fait que les Ajutubas étaient des sensibilisateurs. Tu as parlé d'être sensibilisé au courage. Moi, ce que j'ai marqué sur mon papier, c'est l'estime de soi, être sensibilisé à l'estime de soi. Qu'est-ce qui manque présentement dans notre rapport avec les ajusteurs pour que l'estime de soi soit si pauvre sur la planète comme telle? Puis, je termine avec toi, Claude. Merci beaucoup. Un beau, euh, un beau reportage. Et sur le mental matériel, j'ai pris beaucoup de notes, puis j'ai beaucoup aimé les ambivalences au sujet de savoir ce qui se passe en tant que fœtus, puis ce qui se passe à la naissance jusqu'à temps qu'on ait 5 ans en tant qu'être humain. Merci beaucoup pour l'opportunité de, ce, de cette conférence, Claude. Merci, André. Puis, Georges, la patate chaude, c'est toi qui l'as, là. Vas-y. Bah, écoute, non, je n'ai pas la patate chaude. Simplement, avant de donner la parole à Hélène, je voulais simplement que l'on se mette d'accord sur la définition de certains termes, comme par exemple individualité, comme par exemple personnalité, comme par exemple le moi, l'identité. Ce sont des termes qui décrivent des réalités. Pour moi, la personnalité, alors bien sûr, le livre du Rancière l'utilise de deux manières. Les auteurs l'utilisent euh, pour dire telle personnalité ou les trois personnalités paradisiaques, par exemple. Donc là, il s'agit des personnalités en tant que personne, mais dans le fascicule 112, on nous explique bien que la personnalité, c'est une qualité. C'est une qualité, et comme Claude l'a effectivement dit, c'est une qualité dont le but est d'unifier toutes les composantes de notre identité et de notre individualité. Quand on parle d'identité, c'est ce qui caractérise notre individualité. Et notre individualité, c'est notre tout. C'est notre tout et ça inclut donc l'identité, ça inclut l'âme, ça va inclure notre ajusteur de pensée. Tout ça, c'est notre individualité. Mais notre identité, elle est temporaire. C'est-à-dire que celui qui détient l'identité éternelle, c'est notre ajusteur de pensée. Et quand on fusionne avec notre ajusteur de pensée, alors on devient un vrai citoyen cosmique. Tant qu'on n'a pas fusionné, notre identité, elle n'est pas encore déterminée. Elle est potentielle, elle est là en tant qu'identité matérielle, puis identité morontielle, mais si on ne survit pas, notre identité disparaît. Donc, il fallait un peu clarifier toutes ces notions de terminologie qui me semblaient être importantes. Hélène, si tu veux intervenir. Oui, Claude, merci beaucoup pour ta conférence. J'admire beaucoup chez toi ta facilité à aller chercher les citations appropriées là,
présenter un tout. Alors, partout dans le livre d'Urantia, là, ça indique que tu connais beaucoup le livre d'Urantia. Moi, ce que je veux surtout vous suggérer, j'ai une lecture à suggérer euh, suite au questionnement de José tantôt par rapport au contact des adjuvants avec le cerveau. Dans le journal IUA de mai 2023, alors il y a eu un excellent article, ça s'intitulait Apprendre à mieux se connaître, les bases neurophysiologiques de la maîtrise de soi. Alors, ça va beaucoup aider à comprendre la relation entre les adjuvants et puis le cerveau. Alors, je vous le dis, c'est le journal IUA en mai 2023. Alors, bonne lecture. Merci de nouveau, Claude. Merci beaucoup. Merci, Hélène, pour l'information. J'irai voir ça sur le site web, là. Alors, Claude, avant de terminer notre réunion, j'aurais une question à te poser. Et il s'agit de la question, on nous explique beaucoup dans le livre d'Urantia, et tu l'as donné dans la définition du mental, que le mental peut se spiritualiser. Alors j'aurais voulu que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire que spiritualiser son mental. Oui, ben, le mental, c'est l'outil, hein, et en fait, c'est une façon de parler, là, spiritualiser le mental. Euh, Si moi, je suis charpentier, mettons, et j'ai des outils pour travailler, mes outils me permettent à moi, qui est la personne, d'évoluer puis de faire des choses, des belles choses grâce à ces outils-là. Alors, le mental, c'est l'outil qui nous est donné, mais c'est sûr que ce qui se spiritualise, qui va devenir esprit, ben, c'est nous, c'est ce que nous sommes, et c'est notre âme qui, tu sais, là, on va passer de matériel à morontiel par l'âme, et l'âme va devenir spirituelle, éventuellement, bon, esprit de premier stade, deuxième stade, rendu jusqu'au paradis, on va être rendu des esprits du sixième stade, là. Alors, c'est soi, c'est nous qui se spiritualisons. En fait, c'est d'accéder à la vraie réalité, hein, parce que la vraie réalité, c'est la vie de l'esprit. Et la réalité matérielle, telle qu'on la vit, c'est temporel. La vie de l'esprit, c'est éternel. Alors, c'est à ça qu'on est appelé, à être des esprits. Eh bien, écoute, merci Claude. Juste, avant de donner la parole à Robert, je voulais juste donner une petite piste aussi sur cette question. Elle se trouve donc au fascicule 1 et je vais simplement lire. Dans l'expérience intérieure de l'homme, le mental est joint à la matière. Un tel mental lié à la matière ne peut survivre au décès du mortel. Pour embrasser la technique de la survie, il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine et les transformations dans le mental mortel par lesquelles un intellect conscient de Dieu se fait enseigner graduellement et finalement conduire par l'esprit. Parfait. Et donc, il s'agit ici d'effectuer les ajustements de la volonté humaine et les transformations dans le mental mortel. Et tout ça, ça se passe dans la vie intérieure. C'est une question d'idéal, c'est une question de volonté, c'est une question de communion avec le Père universel qui nous donne cette énergie. Et donc, c'est tout ce mécanisme-là, parce qu'il parle d'une technique. Voilà.
Robert, si tu... Ah, il est au téléphone, Robert. Je vais donner la parole à France, alors. France, tu mets ton micro. Oui, c'est fait. Écoute, Claude, pour commencer, merci beaucoup. C'est vraiment une belle présentation, c'est très apprécié. Il y a toutes sortes de petites réflexions qui me viennent en tête. Euh, la question du développement, la limite entre le fœtus, l'embryon. Si je me souviens bien, il y a un endroit dans le livre du Rancia où on parle que les premières semaines, c'est considéré comme un parasite. Quand on cherche le mot parasite, là, il nous situe exactement, je me souviens plus si c'est 10 ou 12 semaines, ou est-ce qu'avant ça, c'est un parasite, c'est rien d'autre. J'imagine que ça correspond au moment où est-ce que le cerveau embryonnaire est suffisamment développé pour devenir quand même conscient de son environnement dans le sein de la mère. Comme tu dis, c'est vrai, le bébé, très tôt, entend de la musique, réagit aux caresses de sa maman, il s'oriente, comme tu dis, il suce le pouce. Tout ça, c'est réel. Alors, il y a déjà, d'après moi, l'adjoint d'orientation, ce genre de choses-là. Ça, Mhm. c'est très intéressant. Il y a aussi, quand Gaëtan a parlé de la question de l'induction dans le mental, il y a le phénomène d'induction, mais aussi le phénomène de transduction, autrement dit, là. Et pour moi, ça, tout ça se situe au niveau de la glande pinéale, qui est comme une antenne qui capte, qui fait le pont entre le matériel et le spirituel. Ce qui nous permet, parce que ultimement, c'est à ça que ça sert au mental, à contacter Mhm. non seulement notre environnement percevant et tout ça, mais finalement percevoir aussi le monde spirituel. Et cette glande-là est bien décrite dans le livre du Rancia, c'est la glande pinéale, qui sert d'antenne pour communiquer avec le monde spirituel. C'est à peu près ce que je voulais te dire. Et puis, encore une fois, je te remercie. C'était très intéressant et j'ai apprécié beaucoup l'alternance de la voix féminine avec la voix masculine dans ta présentation. Je ne sais pas qui t'a servi de voix féminine, mais c'était très agréable à entendre. Merci beaucoup encore. Merci, France. En fait, c'est l'intelligence artificielle, la voix féminine. Je l'ai utilisée pour varier parce que si c'est toujours moi qui parle, j'ai dit les gens vont s'endormir. Effectivement, Merci. nous avons, en tant qu'Oranciens, nous avons deux glandes. C'est ce qui est mentionné dans le livre d'Orancia. Et il y a d'autres humains qui en ont trois. Il y en a qui n'ont juste une. Alors, et un des avantages de ces glandes-là, c'est de favoriser la réception spirituelle. Alors, on est chanceux, on en a deux. Fait que, voilà. Merci, France. Alors, la dernière intervention avant que nous terminions, Robert. Alors voici, je vais tout simplement apporter une note réconfortante peut-être, hein, parce qu'à savoir que le mental est notre navire et il y a l'ajusteur qui est le pilote. Alors on peut facilement faire appel à l'ajusteur quand on a des petits questionnements ou des doutes ou des peurs même. Alors voilà, euh, alors sachant que la volonté humaine est le capitaine, donc il faut que le capitaine prenne ses responsabilités. Merci à tous. Merci Jacques et merci Claude. Merci, Robert. Encore faut-il que le capitaine ait les bonnes cartes pour se diriger. Effectivement. Il y a une belle Bien, bah citation écoutez, là-dessus. j'avais cru voir que Sophie voulait poser une dernière petite question, mais Intrinsèquement, c'est-à-dire que je pense que ça part de la psychologie et de l'intellect et comment petit à petit ils se décentrent de ce qu'on peut appeler leur projection et leur transfert, c'est-à-dire
se placer au centre du monde et voir tout le monde avec cette grille de lecture qui est le moi omniprésent et omnipotentiel de soi-même, comme un enfant, hein, et c'est normal pour l'enfant. Mais petit à petit, spiritualiser le mental, pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose de très psychologique, hein, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un qui est pas croyant, bah, tu vas spiritualiser ton mental avec ton ajusteur de pensée, ça va pas marcher comme ça. Mais en revanche, pour les gens, par exemple, qui ne sont pas forcément, qui ne se disent pas croyants, mais qui sont quand même en grande recherche et sincères, on voit très bien qu'au fur et à mesure de leur maturité, leur psychisme et leur intellect se décentrent petit à petit, deviennent beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus vastes, et par ce fait vont vers des valeurs spirituelles de tolérance, d'équité, etc. Et pour moi, c'est ça, puisqu'on dit que le mental est matériel, la spiritualisation du mental matériel, elle est d'abord sur le plan matériel. Et le plan matériel, si on enlève tout le reste, eh bien, c'est la psychologie et les idées, voilà, qui progressivement, par une maturité, vont aller vers des idéaux. Mais si on reste sur le plan vraiment matériel de la spiritualisation du mental, pour moi, c'est au niveau psychologique et intellectuel. Merci, Sophie. En passant, je suis un fan de tes présentations que tu as faites. Là. J'ai assisté à toutes les autres et j'adore ce que tu fais. Là. C'est super. Alors voilà. Je fais juste un tout petit aparté que, bon, nous sommes toujours en mal de savoir comment diffuser le livre du Rancia. Et je pense qu'effectivement, eh bien, on peut justement diffuser les concepts sans dire qu'ils viennent du Rancia pour beaucoup de gens, voilà. Et que la pédagogie est absolument importante, c'est-à-dire qu'on peut glisser des tas de concepts. Et quand les concepts seront diffusés dans beaucoup, beaucoup de cerveaux, à ce moment-là, on sait que le principe du cerveau va les reconnaître dans le livre et va dire, ah ben oui, mais c'est vrai, puisque j'y crois déjà, en fait. Donc je pense que c'est par tout un système de pédagogie qui paraît un peu infantile, mais qui l'est pas forcément, qu'on peut diffuser des concepts aussi abstraits et abrupts et, et difficiles que ceux qu'il y a dans le livre du Rancia. Voilà, c'est une petite parenthèse, merci. Merci. Merci, Sophie. J'appellerais ça l'esprit de vérité, moi, tu vois, quand on reconnaît effectivement dans le livre du Rancia des choses qu'on a déjà pensées, auxquelles on croit, mais c'est bon sang, bien sûr,